Alors bonjour, cette présentation vise à montrer des méthodologies pour estimer et quantifier l'amylose dans les tubercules d'igname par coloration à l'iode. Alors ce travail donc a été réalisé à l'INRAE Guadeloupe en collaboration avec les collègues donc, du CIRAD Montpellier, Denis Cornet et Christian Mestre. Donc cette étude s'intègre dans le WP2 du projet RTB Foods qui vise à identifier des critères de qualité pertinents permettant de prédire la préférence des consommateurs des pays africains pour des produits à base de racines, tubercules, bananes. Et dans ce cadre, nous avons travaillé sur l'igname, qui est la deuxième plante tropicale à tubercules la plus produite au monde. Cette culture, majoritairement présente en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, est également présente dans les Caraïbes. En Guadeloupe, l'igname est la principale culture vivrière et constitue un des leviers potentiels pour l'autonomie et la sécurité alimentaire de nos régions. Elles sont produites en grande terre et en basse terre, dans des environnements pédoclimatiques contrastés. 5 espèces sont cultivées sur le territoire, les Dioscorea alata, les Bibifera, les Cainensis rotundata, Esculenta et Trifida. Cette dernière espèce, très spécifique de nos régions, est très appréciée pour ses qualités organoleptiques. De plus, la collection d'igname du Centre de ressources biologiques plantes tropicales, basé à l'INRAE, compte plus de 400 variétés représentatives de la zone tropicale. Alors, le tubercule d'igname est riche en amidon, entre 65 et 85% de la matière sèche. Il est constitué donc de deux polymères de glucose, amylopectine et amylose, dont les teneurs peuvent varier entre 0 et 39% dans les ignames. Ainsi, l'INRAE Guadeloupe et le CIRAD ont collaboré pour évaluer la qualité nutritionnelle des ignames, à savoir donc les teneurs en amidon, sucre, protéines, ainsi que les propriétés fonctionnelles comme l'aptitude au brunissement, la couleur de chair, la forme et la taille des grains d'amidon et les teneurs en amylose, voire les SOAP RTB Foods correspondants. Donc, les méthodes qui vont être présentées sont basées sur le principe de la formation d'un complexe hélicoïdal coloré en bleu entre l'amylose et l'iode, dont on peut visualiser la structure sur ce schéma de Boursier. Donc, nous verrons premièrement une méthode simple et rapide pour estimer donc le niveau d'amylose dans les tubercules frais d'igname. Ensuite, nous verrons donc deux méthodes pour quantifier les teneurs en amylose dans les farines, dont la justesse sera évaluée. On verra la partie préparation des farines et ensuite donc ces deux méthodes de quantification basées sur une calibration à partir de produits purs du commerce et une calibration à partir donc de farines d'igname standardisées, analysées par une méthode de référence. Et enfin, on verra donc l'application de ces méthodologies, de cette méthode, sur les tubercules récoltés sur nos sites expérimentaux de Duclos et de Godet en 2019. Donc, la première méthode, facile et rapide pour déterminer le niveau d'amylose dans les tubercules frais, consiste donc à pulvériser sur la pulpe une solution iodée de Lugol et environ 2 minutes après pulvérisation, d'observer sur la pulpe la variation donc de coloration allant du brun au bleu, voire bleu foncé. Donc, on peut voir sur notre exemple cette graduation donc de coloration mise en évidence sur des Dioscorea trifida.
Donc, cette méthode simple et rapide a permis de faire le screening donc, de 18 variétés de Trifida produites par le Centre de ressources biologiques plantes tropicales de la Guadeloupe. Ce sont des variétés qui sont donc en cours d'évaluation de leur état sanitaire, de leur potentiel agronomique et de valorisation alimentaire. Alors, pour quantifier l'amylose dans nos ignames, nous avons procédé en différentes étapes. La première consiste à préparer les farines de tubercules. Cette préparation passe par différentes étapes d'épluchage, de découpage en morceaux, de séchage à l'étuve, de broyage, suivi donc d'un tamisage pour obtenir une poudre fine et homogène à 200 microns qui sera donc utilisée au laboratoire d'analyse. Ensuite, pour quantifier l'amylose directement sur les farines sans pré-traitement, nous avons utilisé la norme ISO 6647 pour la solubilisation de l'amylose à la soude et la coloration avec une solution donc d'iode en milieu acidifié par l'acide acétique. Et nous avons calibré la méthode en utilisant deux solutions standards d'amylose et d'amylopectine pure, ce qui nécessite une double lecture à 620 et 545 nanomètres avec de fortes contraintes de temps de lecture. Alors, une des adaptations faites sous cette méthodologie a été de diviser par 10 les quantités décrites dans la norme pour faciliter le processus analytique et augmenter le nombre d'échantillons pouvant être traités dans une série. Alors, la justesse de la méthode a été évaluée en utilisant des farines analysées par la méthode DSC, qui est une méthode calorimétrie différentielle à balayage. C'est une méthode donc d'analyse thermique qui permet de mesurer les différences d'échange de chaleur entre un échantillon analysé et un matériau donc de référence. Cette méthode est relativement sensible pour déterminer de faibles variations de composition de l'amidon lors du changement de phase sous l'effet de la température. Alors, pour évaluer la justesse, 20 échantillons de concentration variant de 0,9 à 29,5% ont été analysés par le laboratoire CIRAD de Montpellier. Parmi donc ces 20 échantillons, nous avions donc 5 espèces représentées, dont 12 Dioscorea alata, 2 Trifida, 2 Caeneensis, 1 Bulbifera et un Esculenta, ainsi que de l'amidon commerciaux de maïs et de blé. Le plan d'expérience pour évaluer la justesse a été d'analyser sur 3 jours ces 20 échantillons en triplicate et d'établir donc le profil d'exactitude. Alors, on peut visualiser sur cette diapo les deux gammes pures, amylose, amylopectine, qui ont été obtenues, ainsi que les droites d'étalonnage aux deux longueurs d'onde, 620 et 545 nanomètres. On peut voir également donc la formule proposée par Christian Mess qui prend en compte les pentes de ces droites d'étalonnage pour calculer les teneurs en amylose, avec l'ADO donc des échantillons à 620 et 545 nanomètres. Alors, cette méthodologie nous intéresse parce qu'elle permet, comme on peut le voir sur le SOAP correspondant, elle permet de calculer également l'amylopectine et l'amidon. Voilà, d'où son intérêt pour nous. Alors, les résultats de ce test montrent une assez bonne corrélation entre les teneurs en amylose
trouvées par la méthode DSC par rapport à celles mesurées avec la méthode Alliot. Nous avons donc un coefficient de détermination de 0,8 avec une pente de 1,1. Le profil d'exactitude, qui représente la justesse, montre une limite d'acceptabilité de plus ou moins 30% autour de la valeur de référence, avec une majorité des échantillons donc entrant dans cette limite. Cependant, certaines variétés montrent des dispersions assez importantes des résultats. Et nous avons donc trouvé une limite de quantification de l'ordre de 8%. Dans le cadre du projet RTB-FOODS, la majorité des variétés étudiées étant des Dioscorea alata, donc les 12 variétés testées, ont montré des teneurs entre 17 et 26% d'amylose. Donc nous avons choisi d'utiliser cette méthode quantitative adaptée donc à nos ressources et aux moyens techniques et à nos moyens techniques. Alors, cependant, en routine, les farines contrôlées placées dans les farines de contrôle, placées dans les séries, avec des concentrations allant de 0,9 à 29,5% en amylose, nous ont poussé à considérer une autre méthode de calcul pour harmoniser les résultats. En effet, nous avons pu observer une grande instabilité dans le temps de la coloration de la gamme amylopectine, et cette variation influe fortement sur le calcul des teneurs en amylose, prenant en compte les pentes de cette gamme, comme on a pu le voir dans la formule précédente. Donc, ainsi, nous avons donc testé une méthode de calcul simplifiée en prenant en compte la gamme simple d'amylose, absorbance donc à 620 nanomètres, et les teneurs connues en amylose des farines analysées par la méthode donc DSC. Nous avons pu donc obtenir une droite de calibration représentée ici entre l'amylose présente dans les farines par rapport à l'absorbance des solutions à 620, avec donc une bonne corrélation à 0,94, et le profil d'exactitude de cette méthode montre des limites d'acceptabilité de plus ou moins 20%, avec toujours une limite de quantification de l'ordre de 8%. Donc, ces deux méthodologies ont été utilisées pour pouvoir traiter les résultats sur les 210 échantillons récoltés sur nos sites expérimentaux donc en 2019. Il s'agit donc de 36 variétés d'Alata, une Trifida, une KNN6 sur Duclos et 32 variétés d'Alata sur le site de Gaudier. La méthodologie d'échantillonnage donc a été de 3 répétitions de tubercules par variété. Préparation et analyse ayant été effectuées donc au laboratoire d'analyse d'INRAE. Donc les résultats présentés pour le site de Duclos, donc à gauche, montrent des teneurs en amylose variant de 13 à 23% avec une moyenne à 18%. Pour la calibration avec les deux standards purs, alors que la calibration faite avec les farines de contrôle et la solution d'amylose pure donne des teneurs comprises entre 20 et 30% avec une moyenne à 24. Par ailleurs, on a représenté ici donc les deux espèces différentes donc des Alata, à savoir donc les Trifida ici et les KNN6. Alors sur la droite, nous pouvons donc voir les résultats pour les 28 variétés placées donc sur les deux sites contrastés au niveau pédoclimatique, donc Godet et Duclos. Et nous n'avons pas mis en évidence de différence significative des teneurs en amylose, quelle que soit la méthode de calcul utilisée. Il y a seules deux variétés qui semblent montrer des différences ou montrer un effet site, à savoir Pyramide et Noël-Caillé.
Alors, en conclusion, on peut dire qu'il est possible de discriminer au champ avec une solution de LUGO les variétés à faible ou forte teneur en amylose. Ça a été le cas donc des Dioscorea trifida, pour identifier des variétés pouvant être utilisées comme aliments fonctionnels ou possédant un fort potentiel de valorisation industrielle. Dans notre étude, les Dioscorea alata ont des teneurs en amylose variant de 20 à 30%. Cependant, la faible variation des teneurs en amylose ainsi que la précision de plus ou moins 20% rend difficile de démontrer une corrélation avec d'autres critères fonctionnels, même si elles existent. Et une telle mise en évidence nécessite des méthodes quantitatives donc plus sensibles, comme la méthode par calorimétrie différentielle à balayage, l'ISC, ou la méthode enzymatique. Nous avons également identifié un besoin de disposer de larges gammes de matériaux de référence par type de produit pour pouvoir optimiser les méthodes quantitatives, augmenter la précision des données et fiabiliser l'interprétation donc des résultats globaux. Alors, je terminerai donc en remerciant tous mes collègues INRA et Guadeloupe pour la partie production, traitement et analyse donc, des tubercules, ainsi que les collaborateurs donc, du CIRAD qui ont contribué à ce travail.